produits pétroliers. On n'exporte rien qui est de contenu technologique, même moyennement technologique. On n'exporte presque aucun produit. Si on regarde le nombre de produits exportés, c'est 5000 produits en Chine. On exporte environ 180 produits. Et dans ces 180 produits, on a des hydrocarbures. L'échec est énorme en termes de diversification. Et il est d'autant plus choquant qu'on se compare, encore une fois, avec des pays pétroliers, sans aller vers la Chine, ou vers la Malaisie, ou vers la Turquie. On se compare à l'Arabie Saoudite, à l'Iran, on se compare au Venezuela, en termes d'industrie manufacturière et d'exportation. Encore des graphes, on est parmi les derniers. Tous les indicateurs internationaux sur le contexte économique, on est mal classé. Si on regarde le classement du Forum économique mondial, qui dans son indice contient le PIB, qui est élevé en Algérie, puisqu'on a vu que les hydrocarbures augmentent, on est mal classé. Oui, je les alors, l'environnement, comment expliquer cet échec de diversification? C'est en regardant ces classements qui existent dans l'environnement et dans tous les domaines. On a pris des indicateurs sur le secteur bancaire, on a pris des indicateurs sur l'innovation, on a pris des indicateurs. On est systématiquement en bataille. C'est pas un constat. Encore une fois, on n'est pas des adeptes du tout va bien ou tout va mal, mais quand on regarde cet environnement économique, tout est contre la diversification. Donc vous pouvez le voir sur le site, je n'ai pas voulu entrer dans tous les domaines, mais si on prend juste le secteur bancaire, dernier. Et je pourrais continuer sur une quinzaine d'indicateurs de sujets sur lesquels on s'est penché. Nous sommes derniers. Donc, l'échec de la diversification, ce n'est pas du tout un hasard, ou ce n'est pas du tout le fait qu'on soit spécial. On a toujours tendance à dire non, on n'est pas comme les autres. Non, on se compare aux autres pays qui ont du pétrole, aux autres pays qui ont des ressources. Ils ont commencé depuis bien plus longtemps que nous à réaliser l'urgence de cette question de diversification. On ne parle pas d'infrastructure ici, dans les infrastructures il y a eu beaucoup de progrès et là notre classement est bien meilleur. Maintenant, que faire? Est-ce que le constat est là? L'échec de la diversification est là, les conditions de la diversification ne sont pas là. On a envie d'utiliser une image pour faire réaliser l'urgence à laquelle on fait face. Notre problème est qu'on a des réserves d'hydrocarbures. On est un petit pays pétrolier, hein, il faut le réaliser, et nos réserves font qu'on a l'illusion qu'on peut continuer avec le modèle économique actuel et sur une échéance de 10 ans. Donc, si on commence aujourd'hui, dans 10 ou 15 ans, on arrivera à exporter 20% de nos exportations sont en dehors des hydrocarbures. Au mieux, si on commence aujourd'hui. Ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé en les estimages du Titanic. Vous savez que c'est le 100e anniversaire de l'accident du Titanic qui a coulé il y a 100 ans. Et donc il y a eu beaucoup de documentaires. Et une chose qui est ressortie, il y a quelques leçons du Titanic qu'on peut apprendre. D'abord, il était puissant, il était beau, il allait vite, il passait vite. Il y avait la conviction que c'était un bateau qui ne coulait pas. Et ce bateau a coulé parce que les historiens estiment qu'il a commencé à tourner, en voyant l'iceberg, peut-être 20 minutes trop tard. Chef ou l'iceberg, qui est fabriqué, ils ont commencé à faire le virage, et ça a été 20 minutes trop tard. Et l'iceberg était visible peut-être à quelques kilomètres, mais ça a été ces 20 minutes qui ont fait qu'il a commencé son virage, et vous voyez où je veux en venir, mais ça a été trop tard, parce que avec l'inertie du bateau, changer de trajectoire pour un bateau, changer de trajectoire pour un pays, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc l'urgence d'entamer un virage qui va prendre 15 ans, malheureusement, c'est quelque chose, notamment pour les politiciens qui regardent à très court terme, c'est quelque chose qui nous intéressera. Parce que les résultats du virage qu'on va commencer à prendre,
on les sentira, Inch'Allah, au minimum dans 10 ans. Et ça, un politicien, pouvoir se dire dans 10 ans, je vais crier victoire parce qu'on a commencé un petit peu le virage, ça n'intéresse pas les politiques. Pour une société, si on ne commence pas aujourd'hui, peut-être qu'en 2020 ou 2025, quand les recettes d'hydrocarbures ne seront pas suffisantes, parce qu'on ne pourra plus en exporter beaucoup, peut-être qu'il y a certains spécialistes pessimistes qui disent que peut-être en 2025, on n'aura plus on ne pourra plus en exporter, parce que la demande de gaz et d'énergie intérieure sera tellement importante, on ne va plus rien exporter. Plus rien exporter en 2025, ça veut dire que dès maintenant, si on commence à vouloir exporter autre chose que l'hydrocarbure, peut-être qu'on arrivera à exporter le triple de ce qu'on exporte aujourd'hui. Mais c'est pas sûr, c'est pas gagné. Les réserves vont s'épuiser, ils n'ont pas suffisamment pris le virage, mais ils ont commencé, c'est encore plus que nous. Ça met du temps. L'Indonésie a mis 20 ans pour exporter ce qu'elle exporte aujourd'hui en dehors des hydrocarbures. Il y a d'autres leçons du Titanic. D'abord, c'était la nuit. La nuit, on voit moins les icebergs. C'est quoi les... Qu'est-ce que c'est cette image de la nuit? Est-ce qu'on a des données économiques aujourd'hui? Est-ce qu'on a de l'évaluation sur nos politiques? Est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'on navigue à vue? Est-ce qu'on a de l'accès aux données? Est-ce qu'on a des débats publics? Est-ce que l'État écoute la société ou le secteur privé ou les sonnettes d'alarme? Parce qu'on n'est pas les premiers à dire ça, évidemment. Ça fait des années que beaucoup de gens disent il faut y aller, il faut commencer ce virage. Au Titanic, le Titanic Radar, quelques jours avant qu'il s'approche du domaine des icebergs, les historiens l'ont trouvé maintenant, ils ont reçu des fax, pas de fax à l'époque, ils ont reçu des signaux leur disant attention. Chez Echo, on voit souvent les titres l'Algérie riche, mais pas de croissance, le peuple pauvre, des slogans de ce genre. Et le gouvernement l'a dit, je dois l'avouer, ces 200 milliards n'existent pas. Ils ne sont pas à la disposition de l'État. On parle souvent de ces 200 milliards comme quelque chose. Si on veut commencer ce virage, si on veut commencer aujourd'hui, si on commence dans 5 ans, c'est trop tard. Ça il faut le réaliser. Si on commence dans 5 ans, à entamer, si dans 5 ans on exporte encore 1% de nos exportations sont en dehors des hydrocarbures, ça veut dire que ça sera trop tard. Et là, on va vers des problèmes très très sérieux. C'est une affaire très grave. On se dit, bon, fixons-nous 2020 comme objectif, c'est pas loin, 2020 c'est 7 ans, 7 ans et demi. Déjà, on se dit, beaucoup de pays émergents ont pu soutenir pendant au moins une décennie des taux de croissance de 7, 8, 9%. On en a les moyens. On a des investissements dans l'infrastructure qui ont eu lieu, on a une population qui est de mieux en mieux. Ça c'est plus difficile, augmenter la part de l'industrie dans le PIB. 7,5% de 2015 à 2020, ça veut dire qu'en 2020, on a à peu près doublé notre revenu national. La part de l'industrie dans le PIB aujourd'hui, c'est 5%. Les gens disent qu'on est une économie pétrolière, on ne peut pas s'industrialiser, non. Il n'y a pas d'exemple de pays qui s'en sont sortis sans l'industrie, sans l'industrialisation. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire. À part des villes-États comme Dubaï, il n'y a pas d'exemple de développement sans industrialisation, qui peut inclure des services à haute valeur ajoutée. Ce n'est pas juste fabriquer des biens, ça peut être aussi des services. Donc, cette vision doit inclure une augmentation de la part de l'industrie. On voulait 10%, M. Pilla nous a fait remarquer la dernière fois que 10%, ça veut dire multiplier par 4 la part de l'industrie. C'est peut-être le produit, la valeur ajoutée industrielle, c'est peut-être beaucoup, il y a de 7 à 10%. Le taux d'investissement privé, il a 10%. Les pays à forte croissance, en Chine, il a 35%. En Inde, il a 25%. Là, il est à 10%. On peut se viser un taux d'investissement. Et le taux d'investissement privé, ça inclut aussi l'investissement des entreprises publiques dans la comptabilisation. Donc déjà doubler l'investissement. Taux de chômage de 7% en 2020, pourquoi pas? Pour les jeunes et les diplômés, c'est généralement plus élevé. Un taux d'emploi qui augmente, il est à 50% aujourd'hui. On a regardé la moyenne sur ces pays qui nous sont comparables. On peut atteindre cette moyenne en 2020 qui est de 60%. Le taux d'emploi des femmes qui est de 30%, pourrait augmenter à 40%. L'informel, c'est un sujet, c'est un des chantiers qu'on va proposer. On n'a pas de chiffres sur la taille de l'informel, on n'a pas de chiffres sur l'emploi informel. Je pense que les enquêtes de l'OMS
des enquêtes d'emploi de l'ONS nous disent peut-être quel est le taux d'emploi dans l'informel. Si jamais on arrive à obtenir ce chiffre, la baisse du taux de chômage et la croissance devraient diminuer cette part de l'emploi informel. La part des exportations hydrocarbures, qui est aujourd'hui à 1% ou à 1,5%, on vise d'atteindre 10% en 2020. C'est énorme. Et 10%. C'est pour ça que cette image du Titanic qui doit tourner, c'est un gros bateau à faire tourner. Pour atteindre 10%, il faut des taux de croissance des exportations hors hydrocarbures de 25% par an. On commence très bas, mais c'est énorme. On parle aussi des boulots des tremblements. La première, je viens d'en parler, c'est que cette rente des hydrocarbures, ce fait qu'on n'a pratiquement pas de contraintes budgétaires, fait qu'on a très peu d'incitation à se diversifier. Premier problème. Comment transformer cette rente en uniquement des bénéfices en enlevant les côtés néfastes de cette rente? Deuxième, on l'a déjà dit dans le bilan, un environnement économique qui bloque toute dynamique de diversification. On est dernier parmi tous ces pays, systématiquement. Il faut qu'on soit non seulement mieux qu'eux, mais beaucoup mieux qu'eux, à cause de notre économie qui est basée sur les hydrocarbures. On doit être meilleur que la Malaisie. La Malaisie n'a pas ce problème de rente qu'on a. Il faut qu'on soit encore meilleur. La croissance devrait créer de l'emploi, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses à faire sur le marché de l'emploi pour augmenter l'insertion des jeunes, notamment sur le marché de l'emploi. Et c'est lié au phénomène de l'informel. On voit le nombre de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi et rentrent dans l'informel, sur l'emploi informel en particulier, une énorme sonnette d'alarme pour l'avenir. Dans les sécurités sociales, comment est-ce qu'ils vont payer leur retraite, qu'est-ce qu'ils apprennent dans le secteur informel, tout ce qu'ils ont appris dans le système éducatif, où est-ce qu'il est en train d'être appliqué dans l'informel, c'est un coût énorme, on ne voit pas. C'est aussi cette nuit du Titanic où il ne voit pas tous les problèmes ou tous les icebergs aux alentours. Et un autre gros iceberg, c'est cet informel et toute cette jeunesse qui est en dehors du circuit formel. Et puis, quatrième boulot, c'est qu'on peut avoir de bonnes idées. Il faut s'industrialiser, il faut améliorer le climat d'affaires, etc. Qui va le faire? L'État. Revoir de manière fondamentale la gouvernance économique en Algérie. La place de l'État, l'interaction entre l'État et le secteur privé, l'évaluation des politiques publiques. Est-ce qu'on va dans une bonne direction par mettre un petit peu de lumière dans cette nuit où on navigue à vue? Tout ça, c'est la gouvernance économique. Comment est-ce que l'État s'organise? Quelle place donner au secteur privé dans la décision économique? Quelle place donner aux chercheurs indépendants pour nous dire « Ah, il y a un iceberg à droite. Attention, cette politique-là, elle nous mène à l'iceberg. » Toutes ces choses-là, c'est la gouvernance économique. Sans ce quatrième pilier de la refonte de la gouvernance économique, on peut oublier les trois premiers, ils n'auront aucun effet. Et sur tous ces sujets, on a regardé l'expérience internationale, nous sommes, excusez-moi l'expression, en dehors du coup. Tout ce qui s'est développé ces dernières années dans tous ces pays, en particulier en Asie, ce sont les meilleurs dans la gouvernance économique, sur comment organiser l'État, comment organiser le lien entre l'État et les entreprises. À Metz, depuis les années 70, ils ont totalement revu, compris que le chantier essentiel du développement, c'est la gouvernance économique. Nous n'avons pas fait le premier pas dans ce domaine. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite. Je ne veux pas entrer dans le détail de chaque chantier, mais alors je vais aller très rapidement pour entamer la discussion. Couper le cordon. Ce qu'on propose, c'est une politique budgétaire où on s'impose des dates limites, par exemple à partir de ça, M. Hadj Massad, ancien gouverneur de la Banque centrale et expert financier. En fait, cette histoire de réserve de change, les fameux 200 milliards de dollars, il y a tellement de gens qui pensent et qui reprochent à l'État de ne pas rapatrier cette manne financière en Algérie pour l'investir dans l'économie intérieure, dans l'économie domestique. Tout à l'heure, Nadji a parlé de stérilisation monétaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement et clairement pourquoi
il est possible, il n'est pas possible, de rapatrier cet argent qui est placé à la BRI ou dans des TILIS ou dans des DTS en Algérie pour l'investir en Algérie. Je pense que ce qu'il a dit a été très clair. L'argent qu'on a sous forme de devise ou d'or ou de placement, quelle que soit la forme de placement, n'est qu'une contrepartie de la réalité ou d'une partie de la réalité de l'économie nationale. C'est pas parce que nous avons 200 milliards plus X milliers de tonnes d'or plus X placements à l'étranger que l'équivalent est sous forme liquide ou disponible à liquéfaction, disons, rapide sur le territoire national, sous quelque forme que ce soit. Ça, c'est une illusion absolue. C'est pas parce que j'ai une contrepartie que je suis riche, si j'ai consommé la contrepartie. Bon, il est clair que je peux transformer cette illusion en monnaie. Cela signifie que j'accrois l'illusion monétaire à l'intérieur de l'économie nationale. Bien évidemment, ça signifie l'inflation, l'hyperinflation, la guerre civile. L'hyperinflation se résout de deux façons en général, hein, par une guerre qu'on ne sait pas gérer ou par des coups d'État qui permettent à ce moment-là de faire des ajustements brutaux que les équipes précédentes n'ont pas réussi à faire. Donc l'illusion est toujours porteuse de danger si on ne sait pas la gérer. D'autant plus que par ailleurs l'illusion est plus grave parce que dans le fond cet argent ne nous appartient pas, il n'est pas aussi liquide que ça. Il faut bien comprendre que dans la loi américaine, il est dit clairement qu'en cas, je dirais, de danger imminent, eh ben, le gouvernement américain peut mobiliser les fonds disponibles sur son territoire pour son propre besoin. C'est-à-dire que, pour parler un peu marxiste, en dernière analyse, en cas de besoin, ben, cet argent leur appartient et ne nous appartient pas. Donc nous avons à faire face à beaucoup de défis dont nous n'avons pas les moyens aujourd'hui. Sur le plan interne, ni sur le plan international en matière d'équilibre, en matière de capacité de négociation internationale, dont nous n'avons pas les moyens, je dirais, de l'utilisation en cas de besoin urgent, en cas de guerre précipitée, en cas de déséquilibre profond dans le monde. Ça, il faut évidemment savoir en tirer les conséquences. C'est pour ça que quand on est un pays faible, comme l'Algérie, par opposition à un pays puissant qui est la Chine, ou même la Russie, parce que les Russes sont des ogives, c'est quand même une forme de puissance. La Chine a une puissance qui va au-delà de la capacité militaire, qui est la capacité de négociation commerciale et financière. La preuve, ils viennent d'obtenir ce que les Japonais n'ont pas obtenu, c'est-à-dire l'achat d'actifs américains sans passer par l'intermédiation classique. C'est-à-dire qu'ils vont directement au Trésor sans payer le coût pour acheter des bons du Trésor, parce que c'est eux qui tiennent les États-Unis autant que les États-Unis le tiennent. Bon, là, on est dans le jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ni l'Algérie, c'est quoi là-dedans? Quelles sont nos capacités de négociation? On n'existe pas. C'est pour ça que la règle essentielle, et sans rentrer dans le débat peut-être de tout à l'heure, je veux dire, la règle d'or que mentionnait un peu Najli, malheureusement, sur le papier, elle a toujours existé en Algérie. Vous voyez le problème, c'est le combat de l'intelligence contre la ruse. Les intelligents perdent toujours à la fin. Il n'y a que les rusés, les malins qui gagnent. Les intelligents, ils ont prévu la règle d'or en Algérie, puisqu'il y avait une règle essentielle des années 70. Je ne vous en parle, moi je n'existais pas, j'étais encore un enfant, enfin un adolescent. Dans les années 70, la règle c'était qu'au minimum le budget de fonctionnement soit couvert par la fiscalité ordinaire. Et la fiscalité pétrolière ne devait servir qu'à l'investissement industriel au-delà de l'investissement normal, je dirais, d'entretien et de renouvellement de l'appareil administratif, etc. Donc il y avait une forme de règle d'or qui a été écrite dans les lois de programmation du plan. Donc ça a été légalisé. Ça ne sert à rien, parce que les malins ne fonctionnent pas dans la loi. Ils fonctionnent dans le contournement de la loi. Donc la règle d'or eût voulu qu'on ne pompe pas de pétrole au-delà de nos besoins. Parce qu'il y a toujours une contradiction de court terme. Donc j'ai répondu un peu dans l'âge pour dire que, vous voyez, nous n'avons pas les moyens de gérer des réserves. Donc il ne faut pas avoir de réserve, puisque nous ne savons même pas aujourd'hui arbitrer sur la nécessité d'un fonds souverain.
À la limite, qui aurait pu nous aider à transformer des réserves loisives, des encaisses loisives, en fait des réserves structurelles, en quelque chose qui soit tangible pour nos enfants demain, c'est-à-dire des actifs réels. Pardon si j'ai débordé. Merci beaucoup, c'est très clair. On va peut-être prendre un premier round de questions. Oui, merci. Je viens de découvrir aujourd'hui le GUI et je ne suis pas dans le monde de l'économie. Je suis docteur Benachou, je suis médecin. Et ce qui est important, moi, à l'écoute, comme ça, j'avais l'impression d'écouter un discours de Golden Boys où l'économie, la manipulation des chiffres, des pourcentages, des prévisions, ça fonctionnait pour soi. Avant tout, actuellement, et je peux parler de mon domaine qui est la médecine, on a dit qu'on en parlera après, l'économie, la finalité, c'est l'homme, c'est l'être humain. C'est pas avoir des programmes qui fonctionnent, c'est l'être humain, c'est améliorer. Et c'est pour ça, c'est pas moi qui dis, des prix Nobel d'économie, des organismes internationaux, parlent que les critères, les indicateurs d'une économie, c'est les IDH. D'ailleurs, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, pose comme définition de la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Ça n'est pas des pourcentages, ça n'a pas marché, ça ne sert à rien. Maintenant, on parle, et je crois que ce qui en a joué, je ne suis qu'un simple médecin qui pratique sur le terrain. Ce qui est important, cette analyse globale et globalisante, où ça ne marche pas par rapport à des critères que PIB, PNB, ça ne veut plus rien dire. Je crois qu'il faut aller maintenant de ce qu'on vous appelait économiste, de macroéconomique, d'aller faire des analyses pointues sur le terrain. Maintenant, il faut faire des analyses pointues. On a un système de santé qui a fonctionné, qui a couvert, qui était un modèle au point de vue international. Et ça, c'est pas du cocorico à l'algérienne. Non, on avait un programme de lutte contre la tuberculose qui était une catastrophe en 62, et on est à 50 ans après. Il a été pris comme modèle parce que des gens, des hommes se sont versés, ils ont été professionnels. Or, maintenant, ce qui est grave, c'est que certains acquis, certaines parts de marché, comme si on doit l'utiliser, sont menacées. Et moi, ça me met mal à l'aise ce discours qui semble proposer une nouvelle perspective comme on nous l'a proposé il y a quelques années. Non, ce qui est important, c'est de faire des analyses pointues. Qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que l'éducation? Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Et entre parenthèses, moi, c'est pas moi, c'est au niveau international, ça me bat que l'on parle de la Chine et de l'Inde. Parce qu'il faut citer les rapports internationaux concernant, je parle de mon métier, d'un point de vue de santé, les accidents de travail, les maladies transmissibles, c'est une catastrophe ces pays. Alors vous voulez qu'on vous développe, mais quel est le coût humain? Est-ce que vous allez vous le supporter? Ou bien vous allez proposer? Je m'excuse, je ne vous connais pas, je parle pratiquement. Quel est le coût humain? Parlez du coût humain de ces pays. J'ai été en Malaisie. À côté de grands boulevards où c'est ultra moderne, passez dans la rue d'à côté, des gens dormaient dans la rue, des restaurants dans la rue, des conditions de développement atroces. C'est ça la Malaisie. Je m'excuse, mais c'est... Je crois qu'il faut réagir, il faut bien réfléchir. Il ne faut plus en avoir un groupe. Et je vous remercie de votre exposé. On va peut-être faire d'une pierre 5 coups. Donc je vais donner la parole aux panélistes qui vont répondre à la question de monsieur et en même temps donner leur opinion sur la présentation en général en essayant d'insister sur le contenu. En deux mots, enfin, je ne vais pas assumer de répondre à Dr Benachou, mais il y a là aussi, on va répondre par des graphes très rapidement, les indicateurs, les IDH,
sont corrélés au PIB, au revenu par habitant. C'est-à-dire que nous avons eu de bons idéages au moment où on faisait des taux de croissance importants. On a amélioré notre idéage dans les années 70, au début des années 80. Lorsque nous sommes rentrés en crise, au milieu des années 90, l'idéage de l'Algérie a baissé dans le ranking mondial. Et donc, il y a un lien, il y a une corrélation entre créer de la richesse et savoir ensuite bien la distribuer pour en finir effectivement faire de l'homme le centre de l'économie. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour avoir cette préoccupation. Alors, moi j'ai été invité par mes amis de l'UNAMI pour un peu réagir dans le panel, réagir au volet énergie. Réagir au volet énergie, je suis un observateur un petit peu avisé depuis de longues années des politiques énergétiques de l'Algérie. L'exposé a été long, il ne s'est pas trop attardé sur le volet énergie, ce qui me permet de développer 2 ou 3 idées à ce sujet. Alors, que l'on s'entende bien, là nous sommes en train de parler d'une prospective. Nebni propose une prospective de court terme, de moyen terme, 2020, pour essayer d'éviter ce que tout le monde reconnaît comme étant un choc de ressources. Moi j'ai déjà écrit que nous étions dans un sentier de croissance grecque. C'est-à-dire qu'au bout de ce sentier, nous attend un choc de ressources du type de celui de la Grèce. Ne plus avoir les moyens de payer ses fonctionnaires. Voilà. Alors, dans cette perspective, à mon avis, le premier enjeu, c'est de savoir, enfin, je pense que Najib Hassan l'a souligné, de savoir où se situe l'iceberg. Et de ce point de vue-là, moi je pense qu'il faut identifier toutes les résistances, et peut-être ce qui va manquer, ce qui a manqué à ce rapport de Nebni, parce qu'il s'agit pour nous d'un peu interroger ce rapport, d'identifier les résistances. Il s'agit d'identifier les résistances qui empêchent le gouvernement de tourner. Alors, la première des résistances, elle est dans le secteur de l'énergie. Nous avons affaire à une gouvernance du secteur de l'énergie qui ne croit pas au big oil, fondamentalement. La question, c'est que tout le monde est obligé d'y croire. Enfin, il n'y aura aucun responsable du ministère de l'énergie qui va dire il n'y a pas de décroissance de la production. Aucun ne va le dire. Mais tout le monde glisse cette échéance sur 5-10 ans par rapport à, par exemple, ce qu'a proposé M. Attar il y a un mois et demi devant le FCE avec une perspective qui pose de manière très pressante le problème autour de 2025 et autour de 2030. Moi, les échos que j'ai du ministère de l'Énergie, c'est que le pic oil du pétrole, il est de 10 ans plus loin, et le pic oil du gaz, il est de 30 ans plus loin, notamment grâce au gaz de schiste. Donc il n'y a pas d'urgence le premier contre-warning, le premier signe de démobilisation autour de ce type de démarche vient du secteur de l'énergie lui-même. Donc je pense que l'une des tâches de ce rapport de prospective, c'est d'essayer de créer au moins un consensus national autour d'une prospective médiane. Que l'on s'entende, le planning de la CREG qui prévoit 55 milliards de consommation de mètres cubes de gaz en 2015. Il est alarmant, ça veut dire qu'il reste encore moins de gaz à exporter. Il n'est pas pris en charge, il n'est pas pris en compte par le ministère de l'Énergie. Il considère que c'est le scénario pessimiste et donc il n'y a pas lieu de s'aligner sur ce timing-là. Donc je pense que l'une des premières urgences, c'est de se mettre d'accord sur la prospective. On n'est pas obligé d'être d'accord complètement à 2 années près, mais je pense qu'il y a un débat public à susciter, à provoquer, se mettre d'accord sur où se situe cette iceberg dans l'échelle du temps. Et je rappelle qu'à 5 années près, parce qu'en fait, les histoires, au début des années 80, on pensait qu'on était sur une tendance prix, les prix étaient élevés, on était sur une tendance prix de 10 ans. C'était ça la perspective de l'époque, elle était confinée au secteur de l'énergie, la nouvelle gouvernance de chef des Benjdid. Et le crack a eu lieu au bout de 5 ans. Et on n'était pas prêt. Et on était sapé par les volumes. On ne pouvait pas compenser la chute des prix par les volumes. Donc voilà, deuxième très vite, hein, je passe sur les 2 autres rapports, à mon avis, les 2 autres points sur lesquels il y a lieu de trouver un consensus. Il y a une résistance sur le modèle de croissance algérien. Il y a une très forte croyance que d'avoir des coûts énergétiques bas est un avantage comparatif décisif. Ça plane toujours. Quand on parle avec des ministres, quand on parle avec des responsables, on nous dit pourquoi vous voulez qu'on touche au prix du carburant, pourquoi vous voulez qu'on touche au prix de l'électricité. C'est le seul avantage comparatif dont on dispose que nos sociétés peuvent utiliser pour que demain elles deviennent exportatrices sur les marchés internationaux. Il y a lieu d'évaluer il y a lieu d'identifier la résistance et de faire une évaluation.
c'est un véritable problème de résistance idéologique. On peut en faire le point, c'est pas. Troisième point, à mon avis, je reviens au secteur d'énergie. Si nous sommes d'accord pour dire, et le rapport propose, et je m'en félicite, qu'il y ait de très forts investissements dans le renouvelable, parce que dans le hors hydrocarbures de demain, il y a évidemment l'énergie propre et l'économie verte. Si nous considérons que c'est un levier de croissance important, il est évident que Sonatrach ne peut pas être l'acteur central de ce chantier-là. Et donc, en termes de gouvernance du secteur économique, il y a lieu de penser à une entreprise, à une entité qui... ce n'est pas EDF qui va faire l'économie verte en France. EDF défendra toujours le nucléaire. Et dans les pays où il y a eu des expériences qui sont développées, ce sont de nouveaux acteurs qui ont émergé et qui ont développé ces expériences d'économie verte. Il y a lieu de créer aujourd'hui un acteur central. Il y a NIL qui a été créé, mais qui a été très vite étouffé par ses propres actionnaires, à savoir Sonatrach et Sonangaz. Aujourd'hui, il y a une urgence à penser, pour développer ce secteur d'investissement, un nouvel acteur. Et merci. Oui, chacun peut se présenter. Oui, alors donc Adli Hassan, journaliste, directeur de maghrebemergent.info. Merci. Les choses sont plus claires. Merci. Je remercie à mon tour lui de nous avoir invités à discuter. Alors, Boukri Hassan, université de Oran, français à l'université d'Oran, sciences économiques. Je voudrais aller directement vers, peut-être sur des points précis, si vous permettez, de la présentation, donc un peu pour enrichir à travers peut-être la précision de quelques données, donc ce qui nous a été présenté par alors, je commençais, je prendrai 10 minutes, si vous permettez. Je commencerai par les indicateurs qui font le diagnostic. Alors, vous commencez par faire le bilan un peu sur les exportations hors hydrocarbures et vous dites que le nombre de produits exportés est de 185, je crois. En fait, on avait travaillé un peu là-dessus et on avait trouvé qu'entre 2000 et 2009, sur la base de données de Comtrade, on avait 4550 épisodes d'exportation en Algérie. Ce qui fait quand même une moyenne de produits exportés qui est plus importante que les 185 à mon avis. Mais la deuxième constatation qui est importante et qu'on ne relève pas souvent peut-être, c'est que la durée de vie des exportations est extrêmement courte en Algérie. C'est-à-dire qu'un produit est exporté, il apparaît, puis il meurt immédiatement. La durée de vie moyenne d'un produit exporté, on l'a calculé de 1,3 années, comparativement au Maroc ou à la Tunisie, où la durée de vie moyenne... Parce que bon, les exportations, c'est comme la démographie, donc ça rentre et puis ça meurt. Donc en Algérie, il y a non seulement donc, le nombre de produits exportés, mais aussi la persistance du processus d'exportation qui est en jeu. Deuxième indicateur que vous utilisez et qui revient un peu sur la vision 2020 que vous proposez, c'est de dire qu'on voudrait des exportations qui aient davantage de contenu technologique. Et quand on regarde un des graphes que vous présentez, on s'aperçoit que le contenu technologique des exportations marocaines est de 5 ou 6 fois plus élevé que celui de la Turquie, ce qui est contre-intuitif. En fait, pourquoi? Parce que tout simplement, les indicateurs qui sont généralement utilisés, les indicateurs de l'OCDE, sont biaisés quelque part. Le Maroc donne l'impression d'avoir un contenu technologique important parce qu'il fait de l'électronique, mais en fait, c'est de l'électronique bout de chaîne. Donc, et ça, c'est pas pris en compte. Donc, évidemment, qu'il y a un biais dans l'appréciation qu'on peut se faire. Et là, peut-être qu'il faut aller vers d'autres indicateurs, comme ceux qui sont proposés notamment par la Banque mondiale, c'est de sophistication des produits, qui sont, à mon avis, autrement plus pertinents que les 4 ou 5 catégories de l'OCDE. Enfin, toujours sur les indicateurs, mais là, bon, c'est un peu plus général, c'est sur les tendances de long terme. Donc les tendances de long terme sont présentées de 1960-70 jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'ils mixent en fait deux stratégies économiques qui sont totalement différentes. C'est-à-dire la période du socialisme qui possède un type de fonctionnement donné et puis une période qui est d'ouverture économique. Et là, les indicateurs, à mon avis, ne sont pas comparables. Si vous prenez par exemple le taux de croissance du PIB
au cours des années 70, il a été parfois très élevé, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait des performances économiques, c'était tout simplement l'économie était protégée, et donc il n'y avait pas de concurrence internationale, les débouchés au niveau de l'économie nationale étaient garantis pour les entreprises d'État. Comme on peut vendre ce qu'on veut, même on disait à l'époque, même si on fabriquait des pierres, il y aura toujours preneurs en Algérie, donc évidemment vous aurez des taux de croissance importants. Et ça, ce n'est plus possible dans une économie qui est ouverte à la compétition internationale, où l'entreprise, pour pouvoir vendre, pour pouvoir accéder à des débouchés, doit être une entreprise compétitive sur le plan international parce qu'elle fait face à une concurrence des importations. Et évidemment, là, la croissance est beaucoup plus difficile à obtenir. Deuxième dimension aussi de ces tendances à long terme qui biaisent un peu l'appréciation, c'est le taux d'investissement privé. J'ai été un peu surpris, mon ami Youssef me donne des indications, quand vous avez dit le taux d'investissement privé est de 35% en 78. Bon, au départ, je pensais que c'était privé, c'est-à-dire les entreprises privées. Elles n'existaient pas en 78, il n'y avait pas de secteur privé. Mais en fait, j'ai compris ensuite que c'était les entreprises publiques et privées. Mais le problème reste, c'est-à-dire que pour une entreprise publique, réaliser 30-40% de taux d'investissement, c'est faisable. Je veux dire, à l'époque, le ministre de l'Industrie décidait qu'il devait y avoir telle entreprise, SNS, maintenant, dans tel endroit, et bien l'entreprise se fait, l'investissement se fait. C'est l'étude, j'ai dit. Mais par contre, dans une économie, là aussi, une économie de marché ouverte à la concurrence, l'investissement n'est pas une injonction. Il faut inciter un entrepreneur qui met en risque, en situation de risque, un capital. Donc, c'est des procédures, c'est des mécanismes d'incitation, non pas des mécanismes d'injonction. Donc, l'investissement n'a fondamentalement pas la même signification. Et donc, on ne peut pas en parler de 35% de 1978 au taux de 10% actuellement. Ils font référence à des conditions économiques qui sont totalement différentes. Sur l'emploi informel, à part vous avez laissé vite, mais en fait l'OMS donne aussi des indications sur l'emploi informel, notamment sur le nombre, à travers l'enquête emploi, sur le nombre de travailleurs qui ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. Je crois que c'est 50%. C'est un indicateur de l'emploi informel. L'OMS donne aussi des indications sur le niveau de précarité de l'emploi. Donc je pense qu'il y a de la matière là-dessus et que vous pouvez avoir des données assez intéressantes, assez utiles pour cet aspect sur le site de l'OMS sur l'emploi. Maintenant, je viens sur le bilan proprement dit. L'évolution de l'industrie. Donc là maintenant, le 5% est un chiffre maintenant qui est largement admis comme étant une sous-performance dans le secteur industriel. Mais à mon avis, du moins pour un bilan plus complet sur cet aspect, il faut placer cette performance de l'industrie dans un contexte encore plus global qui est celui de l'ouverture économique. En fait, lorsqu'on regarde de 1989 à ce jour, l'économie de marché, je mets de côté l'économie socialiste, il s'avère que de 89 à ce jour, la valeur ajoutée du secteur privé, au sens juridique du terme, augmente. Et il y a ce que certains appellent une privatisation de l'économie sans conteste. Et dans un même moment, au moment où se fait l'ouverture économique, la privatisation de l'économie, nous avons un effondrement du secteur industriel. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique du secteur industriel est une problématique plus large, qui est celle de l'échec de la privatisation de l'économie et l'échec de l'ouverture économique. L'échec de l'ouverture économique entendu comme une incapacité de notre économie, à travers la privatisation, à travers l'ouverture économique, à pouvoir faire émerger un secteur privé qui soit une nouvelle économie, donc qui investit l'industrie, qui investit les services de haute valeur ajoutée. En fait, ce qui s'est passé avec l'ouverture économique, malheureusement, c'est une situation paradoxale de notre pays, où en fait l'ouverture économique a fait que les secteurs où le rendement social est élevé, comme celui de l'industrie, de par les externalités que ce secteur peut porter sur l'ensemble de l'économie, et bien les secteurs où le rendement social est élevé sont exactement le secteur où le rendement privé est le plus faible. C'est-à-dire que les mécanismes de marché font que, en fait, là où on a intérêt à aller pour le développement de l'économie,
c'est là où le privé est le moins incité à y aller, à y investir. C'est quand même une situation qui est assez paradoxale et assez spécifique à notre pays. Et au-delà de l'industrie, donc si on veut là aussi dans le bilan aller un peu plus loin, c'est le problème de l'investissement. Vous dites, le taux d'investissement est de 10% sur la période récente. En fait, je pense que dans le 10%, vous mettez aussi le secteur de l'énergie. Et c'est là où ça pose problème. L'investissement dans le secteur de l'énergie a sa propre rationalité, qui est la perpétuation de la rente des irrévocables. Mais en fait, ce qui intéresse la croissance, une croissance durable de l'économie dans la perspective que vous venez de présenter, c'est l'investissement dans les entreprises publiques ou privées, mais en dehors du secteur de l'énergie, qui en fait ne fait que reproduire. On a besoin, mais ça reste dans une logique de rente. Et donc, si on regarde l'investissement des entreprises privées et publiques en dehors de l'énergie, ce n'est plus 10% du PIB régime, c'est 2 à 3% du PIB, ce qui est une situation titanesque. Pas titanesque, je ne sais pas ce qui relève du Titanic du fois. Donc c'est pour dire un peu, je ne vais pas revenir, vous l'avez très bien exposé, l'urgence qu'il y a de mettre en place des politiques d'investissement qui soient suffisamment incitatives pour relever ce plan d'investissement. Sur l'emploi, là aussi, sans verser un peu dans le pessimisme, c'est des constats. Vous dites l'emploi est principalement tiré par les investissements publics. Je suppose que vous visez le BTP, enfin vous visez tout l'emploi qui est tiré un peu par les programmes d'investissement public. Mais je pense qu'on a même dépassé ça. Je veux dire, à la limite, ça aurait été des emplois tirés par l'investissement public, c'est bien, pourquoi pas. Je veux dire, c'est peut-être des emplois temporaires qui ne durent qu'à travers la durée de vie du projet, c'est un peu keynésien. Mais ça reste des emplois économiques. Mais en fait, si on regarde aussi dans les détails, la situation est un peu plus grave que ça, parce que ce qui tire l'emploi, c'est peut-être le secteur des équipements, mais c'est surtout l'emploi aidé, je veux dire les subventions. C'est des dispositifs d'insertion, d'aide à l'insertion professionnelle qui ont une évolution exponentielle et qui tire l'emploi. C'est-à-dire que ce n'est même plus l'investissement public qui tire l'emploi est devenu de l'emploi social, basé sur, là aussi, les subventions, les transferts. Et là, on arrive donc, on arrive, mais on est toujours dans l'état premier investisseur, premier créateur d'emplois dans une économie qui a pas ça. Donc ça, c'est pour le bilan. Et concernant maintenant les mesures qui sont préconisées. Moi, je trouve que dans le document, il y a déjà la philosophie du document est très intéressante et très saine, la démarche est très saine. D'abord, je relève que l'explication de l'absence de diversification ne met pas cette histoire de Dutch disease en avant, et à juste titre d'ailleurs. Le Dutch disease, souvent on le met en avant, mais en fait, quand on met en avant ce type de mécanisme mécaniciste économique, en fait, on met la fatalité, c'est-à-dire qu'on s'interdit l'action, donc on va attendre que les ressources naturelles s'épuisent pour avoir davantage d'incitation. Moi, à mon avis, il n'y a pas plus de Dutch disease économique que de Dutch disease politique. Et qu'une société peut absolument, si elle possède les ressorts nécessaires, on l'a vu d'ailleurs, on peut le voir à travers les expériences historiques, il y a beaucoup de pays, vous avez cité l'Indonésie, la Malaisie, le Chili, qui ont des pays africains aussi qui arrivent à se diversifier donc avec les ressources. Ils ne se diversifient pas contre les ressources naturelles, mais avec les ressources naturelles. La mesure concernant les propositions que vous faites concernant donc il y a cette dimension de la vision que vous proposez. Il y a aussi une autre dimension intéressante, c'est l'accent que vous mettez sur le rôle de l'État. À mon avis, c'est vraiment juste. On ne peut pas, dans une économie qui cherche le décollage, le take-off, compter sur les mécanismes de marché. Les mécanismes de marché ne sont pas pour une économie qui doit initier un processus de croissance.
On peut à la limite envisager un fonctionnement de marché plus ou moins parfait pour une économie régulière, mais pour une économie qui doit s'extirper d'une traque de sous-développement, je crois que là, le rôle de l'État est absolument nécessaire pour donner ce big push qui permet précisément le décollage économique. Et avec le rôle de l'État, donc vous avez mis l'accent, à mon avis, à juste titre, sur les stratégies industrielles, mais plus que les stratégies industrielles, une stratégie économique de façon générale. Alors, une autre question précise, donc, concernant le document, hein, donc j'essaie d'être très étroitement par rapport à votre document pour éventuellement enrichir. Le fonds de régulation. En fait, au départ, le fonds de régulation était un mécanisme assez intéressant, un mécanisme d'épargne, enfin de régulation des recettes. Mais depuis 2006, le fonds de régulation, on peut financer le déficit public par le fonds de régulation. Et sur les 3 dernières années, peut-être, le FRR sert à financer les déficits budgétaires. Alors moi, je ne comprends pas. On épargne, donc on se fixe un pétrole à 37 $ pour faire de l'épargne. Et puis immédiatement, après avoir épargné, on dépense cette épargne pour financer le déficit. Alors à quoi ça sert de placer, de mettre un prix fictif de 37 $? Autant le supprimer et puis financer directement les déficits budgétaires à partir de la fiscalité pétrolière, directement, je veux dire, sans avoir affaire à cette double comptabilité qui maintenant ne sert plus à rien. Autant elle avait un sens lorsque le FRR ne pouvait pas financer le déficit public. Donc là, ça avait un sens de mettre un prix de 37 $ pour dégager les excédents à mettre dans le fonds de régulation. Mais dès le moment où on puise dans le fonds de régulation pour financer trop de dépenses publiques, je crois que là, on fait un pas en avant, un pas en arrière. Mais par contre, pour ce qui est de la proposition que vous faites sur les différents fonds, vous dites ces fonds donc, que vous proposez seront alimentés par les excédents budgétaires de l'État. Il n'y a plus d'excédent budgétaire. Depuis 3 ans, on est en déficit budgétaire. Je veux dire, déficit budgétaire réel, c'est-à-dire au prix d'un baril qui fait 110 à 115 $ en 2011. 2009, 2010, 2011, c'est des déficits réels, pas des déficits à 37 $, prix effectif. Donc, quand vous dites financer les fonds que vous proposez par les excédents, il n'y a plus d'excédents. Donc là, ça pose un problème de cohérence dans les propositions. Pour ce qui est de la stratégie industrielle, c'est une bonne chose. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a eu un projet de stratégie industrielle qui a eu le devenir qu'il a eu. Mais je voudrais faire une remarque sur la stratégie industrielle parce que c'est tout un débat. Faut-il identifier des secteurs porteurs? Faut-il uniquement des politiques transversales? En fait, là, NEPMI porte carrément pour l'identification des secteurs porteurs. C'est une démarche, je veux dire, qui se respecte. D'autres diront on ne peut pas identifier des secteurs parce qu'on se prend pas à coup sûr de secteurs. Donc il vaut mieux faire des politiques transversales qui touchent l'ensemble des secteurs sans distinction entre l'électronique ou la chimie, etc. Mais en fait, à mon avis, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce qu'il faut avoir en tête une chose. Même quand on identifie des secteurs, il faut se dire qu'on se trompera à coup sûr. Parce qu'on ne peut pas être devin. On ne peut pas s'appeler à coup sûr, c'est-à-dire qu'on peut opter, par exemple, pour pousser vers la chimie, par exemple. Eh bien, en cours de route, vous allez voir que les entreprises privées n'iront pas vers la chimie, ils vont aller vers un secteur qui était complètement différent par rapport au départ à ce qu'on pensait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a le droit de se tromper quand on fait une stratégie industrielle. Mais là où on n'a pas le droit, c'est que quand on se trompe, il faut rapidement savoir qu'on se trompe, donc il faut rapidement évaluer, avoir des mécanismes d'évaluation, et il faut rapidement ajuster. Si on a les mécanismes d'évaluation rapides, si on a les mécanismes d'ajustement, je crois que là on peut aller vers les secteurs porteurs, mais avec cette précaution à prendre, et qui renvoie évidemment à des mécanismes institutionnels, si vous avez brossé quelques... Donc ce que je veux dire, c'est pas grave de se tromper, l'essentiel c'est de pouvoir ajuster rapidement. En Malaisie par exemple, à mi-parcours du plan quadriennal ou quinquennal, il y a un mid-term review. Donc tous les 2 ans,
le bureau de planification avec un conseil de la planification qui comprend les opérateurs notamment. Donc font une revue pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de rajouter, qu'est-ce qu'il y a lieu de changer, etc. C'est ça la démarche. Par contre, j'ai trouvé que dans la vision, donc, elle est basée précisément sur non seulement la diversification des exportations, mais aussi un contenu plus riche en technologie. Mais sur l'innovation et l'acquisition de technologie, il n'y a pas beaucoup de propositions dans votre présentation. Et donc là, il faut aller vraiment vers des propositions pour être cohérent donc, avec la vision, parce que c'est un axe majeur de la vision. Et pourquoi aussi? C'est parce que précisément cette vision n'existe pas. On voit actuellement dans notre pays l'innovation par rapport au système national de la recherche scientifique et technologique. C'est ce qu'on a. On a une loi sur la recherche scientifique et technologique. Nous n'avons pas de loi sur l'innovation. Or, la recherche scientifique et technologique n'est pas l'innovation. L'innovation, c'est l'entreprise, la recherche scientifique, elle a ses institutions. Et là, à mon avis, une piste, hein, c'est de réfléchir sur les conditions de mise en place d'un système national d'innovation et qui mettrait un peu de cohérence dans les segments existent, je veux dire, mais un système national d'innovation permet de mettre en cohérence non seulement la recherche scientifique, non seulement le système éducatif, non seulement les mécanismes institutionnels d'incitation, etc. Pour ce qui est des IDE, ça c'est juste un point très particulier. Ne vous inquiétez pas sur la balance de devise excédentaire. Elle ne s'applique pas et elle ne s'appliquera jamais. Ça c'est vraiment les réminiscences des... Et ça c'est aussi un signe de la déliquescence des institutions où on essaie de mettre en place des mécanismes qui n'ont aucun sens, parce que c'est des souvenirs de la période du socialisme, et qui ne peuvent pas s'appliquer, et qui ne pourront pas s'appliquer. Ça fait depuis 2008 ou 2009 qu'on parle de balance de devise excédentaire pour contraindre les IDE, mais aucune disposition pratique n'a été prise, et aucune disposition à ce niveau-là ne peut être prise. Sur le système financier, donc vous faites une proposition qui est l'ouverture de 2 ans, mais tu sais très bien que c'est un projet qui date au moins de 7 ans, la privatisation de banques, et il est toujours, donc depuis 7 ans, dans l'agenda des décideurs, pas de privatisation de banques. Mais par contre, là aussi, pour la cohérence du document, il serait peut-être intéressant de consacrer une dimension qui serait l'intégration de l'économie nationale à l'économie mondiale. Et ça permet de ramasser dans cette dimension, dans ce bloc, un certain nombre de propositions que vous faites. Parce que l'intégration à l'économie globale, si vous voulez, ça va chercher justement les histoires de l'OMC, vous avez parlé, c'est-à-dire de l'ouverture sur le marché des biens et services. Mais ça permet aussi de parler dans le même bloc de l'intégration financière internationale. Vous le dites, mais de façon déconnectée lorsque vous parlez de la convertibilité totale du dinar. Donc, à mon avis, c'est intéressant de parler carrément d'un bloc de comment l'Algérie peut construire un pont entre son économie nationale et l'économie mondiale, dans lequel il y aurait la dimension marché des biens et services et dans lequel il y aurait la dimension financière qui permet d'aborder le problème de l'IDE, donc en tant que justement pont entre l'économie nationale et l'économie mondiale, donc l'intégration financière par le biais des IDE, mais aussi par le biais d'une ouverture du compte capital, donc par le biais éventuellement, à terme évidemment, de convertibilité des dinars. Je reviendrai sur cette sorte de convertibilité. Un deuxième. Continue, monsieur Zoubert Beltramo, je suis communiste. Brièvement, s'il te plaît. Je pense que je vais commenter le rapport, peut-être pour citer après les chiffres. En tout cas, même si on change si on change d'indicateur, le constat c'est le même. Sur le 35%, c'était sur la Chine. C'était surtout sur la Chine. Moi, je crois que ce qui est vraiment important dans ce qu'on a souligné dans cette présentation, c'est
le dernier levier, c'est vraiment mon cœur de sujet, c'est les institutions. C'est-à-dire que, comme l'avait précisé Naji, tout ce qu'on propose par ailleurs n'aura aucun impact si les institutions ne sont pas transformées pour accompagner, créer le développement. Parce que le problème du développement, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes aujourd'hui du développement, c'est les institutions. C'est pas la géographie, c'est pas tout ce là. Ce qui est le plus important, c'est les institutions. Donc, pour vous répondre sur la partie développement humain, c'est vrai que le PIB en soi ou le PIB par tête, c'est une part. Comme tout à l'heure, Hassan, c'est corrélé. On ne peut pas améliorer la vie des gens si on n'a pas un débat de richesse. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est la façon dont cette richesse est distribuée. C'est-à-dire que la croissance est très inégalitaire, ou est-ce qu'au contraire, on essaie d'en faire profiter au maximum. Et c'est pour ça que dans tous les thèmes de la vie, vous verrez, il y a une cohérence globale qui apparaîtra beaucoup plus quand on aura fini l'exercice, et qu'il y a un volet protection sociale et santé qui est très important dans l'exercice. Et sur la partie innovation, il y a dans le thème qui sera présenté samedi prochain, qui est l'éducation et l'innovation, il y a une partie sur l'innovation, qui sera cohérente avec, même si dans le rapport actuel sur l'économie, il y a des mesures sur l'innovation, je ne sais pas si vous avez vu. Donc il y a une cohérence globale aussi qui apparaîtra au moment où on aura tout déroulé, c'est-à-dire les 5 thèmes de l'exercice. Voilà. C'est un d'être bref. Moi, d'abord, j'aimerais remercier l'équipe quand même. C'est un travail appréciable qui a été fait, je suppose, plus que bénévolement. Parce que non seulement vous n'êtes pas payé, mais vous payez de votre poche, puisque ça vous prend du temps. Franchement, ça, c'est très positif pour moi. J'avoue que c'est assez inattendu, non pas que des Algériens aiment leur pays, mais de consacrer autant de temps. Nous, on a été payés pour faire ça. Vous n'êtes pas payés. Non, il faut quand même le souligner. Je veux dire, alors, c'est extraordinaire. Ça prouve qu'on est à la veille quand même d'un changement intéressant dans ce pays. J'essaie pas de vendre une salade très positive pour vous remonter le moral. J'ai besoin de remonter le mien d'abord. Mais c'est vrai. Il faut savoir quand même interpréter les signes. C'est un signe. On a affaire à une équipe de jeunes, enfin relativement, en tous les cas par rapport à moi, qui dans le fond fait carrière, qui n'ont pas besoin d'être reconnus ici, et justement, ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Moi, je tire chapeau bas. Ce qui me permettra maintenant de leur taper dessus à moi, bien évidemment, je suis là pour ça. Mais c'est pas vrai, je ne vais pas leur taper dessus, parce que dans le fond, j'ai pas envie qu'on se retrouve de nouveau avec le mythe de Sisyphe qui a été inventé en Algérie. N'oublions pas, Albert Camus l'a sorti parce que c'est l'Algérie. Le mythe de Sisyphe, c'est l'éternel recommencement. Au milieu des années 70, il y a eu un travail qui a été là aussi d'un grand niveau, de constat, un peu à l'image de l'équipe Nagni. Ça a été fait au milieu des années 70 par les patrons du plan de l'époque, et dans le fond, ils avaient dit la solution, c'est de ne pas opposer l'économie dirigiste au marché. Donc on va aller vers ce qu'ils appelaient à l'époque le socialisme de marché. C'était une étape de la réflexion intéressante, qui a donné un premier plan quinquennal qui est une espèce de chef d'œuvre d'écriture, mais qui dans la pratique a donné bien sûr l'inverse de ce qui a été proposé. La crise de 80, de la mi-80, a donné lieu à une autre étape de réflexion où bien sûr il était question de comprendre pourquoi le premier plan quinquennal n'a pas pu se mettre en œuvre, parce que ça ne sert à rien d'avoir de bonnes idées si on ne met pas en œuvre des bonnes idées. Et à l'époque, c'était le travail sur la gouvernance d'entreprise, sur la gouvernance technique du domaine économique. Mais néanmoins, ça a donné lieu aussi non seulement à l'échec de la mise en œuvre, puisqu'il y a eu tout de suite détournement, exactement comme au début des années 80, il y a eu détournement, non seulement de l'explication, mais de la mise en œuvre de ce qui a été proposé. Alors aujourd'hui, est-ce que par rapport à la première marche et à la deuxième marche, c'est-à-dire ne pas opposer régulation et marché, première étape,
Deuxième étape, améliorer la gouvernance technologique. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à la veille d'une troisième étape, qui est comment éviter les deux pièges dans lesquels nous sommes tombés à la crise de 1974-75 et puis la crise de 86 jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on apporte quelque chose en plus? Moi, je suis d'accord avec tous les constats. Je suis d'accord avec tous les constats et je peux rajouter mes notes pessimistes ou optimistes à la liste à l'après-vert. Elle est sans fin dans le domaine économique. Qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui? Que nous apporte l'équipe Nobly par rapport à ce qu'ont apporté les deux générations précédentes, parce qu'on assiste à la troisième génération. C'est pour ça que dans un certain sens, je suis content. Je suis pas mécontent parce que, à mon avis, ils n'auraient pas dû faire l'effort qu'a fait ma génération, qui a été de ne pas questionner la génération précédente. Nous n'avons pas été voir l'équipe qui a fait le bon constat en 1975 jusqu'à 1978. C'était l'équipe du plan. Moi-même qui étais au plan, je n'ai pas eu le réflexe, je n'ai pas eu l'intelligence d'aller comprendre pourquoi ils étaient arrivés à ce constat, pour aller beaucoup plus loin que ce que nous avions proposé à l'époque. Et moi, je demanderais à cette équipe d'aller questionner les deux équipes. On veut revenir à non seulement une stratégie industrielle, mais à une politique industrielle. Parce qu'il y a une différence entre le mot stratégie et le mot politique. La stratégie, c'est une projection ou une technique. La politique, ça va bien au-delà. Je m'explique. Vous pouvez dire, sur le plan de la stratégie industrielle, je vais faire de la pétrochimie, parce que c'est un axe stratégique. Mon avantage comparatif, c'est détruire l'équilibre général des prix et de faire en sorte que l'énergie est gratuite. La politique industrielle, c'est autre chose. C'est de dire, pour arriver à mes objectifs stratégiques, voilà les moyens que je me donne. Par exemple, le commerce industrialisant, comme certains ont voulu l'appeler, qui est évidemment un concept non intéressant pour nous, mais néanmoins, cette réflexion de politique industrielle est quelque chose d'important, dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui nous devons mettre dans la balance la capacité d'importation de l'Algérie. Bon, les latino-américains ont beaucoup réfléchi là-dessus. Les années 50, c'était l'import-substitution. Et puis on a été dans la remontée de la filière technologique, etc. Nous, en Algérie, est-ce que nous avons la possibilité d'arriver à ce type de définition aujourd'hui qui va un peu au-delà de ce que nous propose aujourd'hui l'équipe de Nobly? Et c'est là où nous avons un problème. Moi, je ne veux pas rentrer dans les considérants techniques sur l'équation des prix, parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous avons un problème, et tout le monde l'a dit, on ne peut pas continuer à subventionner le carburant, parce que dans le fond, nous subventionnons le reste du monde. Parce que si nous dépensons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les 200 milliards, si nous les avons dépensés, parce que nous subventionnons le monde entier. Donc, la logique de rentrer dans le marché international est une logique aujourd'hui qui nous renvoie, non pas à des astuces techniques, qui nous renvoie à une réflexion sur qui a droit à la rente, quels sont les procédés de distribution de la rente au niveau de l'économie nationale. Est-ce que cela se fait par la distribution directe, comme cela est le cas aujourd'hui de la part du gouvernement, qui, ne sachant plus déterminer une politique, non pas de croissance, mais de développement, eh ben, il pioche directement dans le budget pour distribuer dans l'économie cet argent directement à la population. On le voit, c'est les salaires, c'est les faux projets ANSEJ, etc. Ou est-ce qu'il s'agit d'un investissement à plus long terme qui consiste à dépenser cet argent pour qu'il se reproduise lui-même au sens mécanique et puis au sens large, c'est-à-dire par la multiplication? Or, cette réflexion nous renvoie aujourd'hui justement à cette troisième étape, à mon avis, dans le développement de l'Algérie. C'est pourquoi nous n'arriverons pas, en faisant des constats justes, à une politique juste. C'est là où ça nous renvoie
au-delà de la rente, au-delà du problème du Dutch disease ou du syndrome, au-delà du syndrome hollandais, la notion même de la rente, sur le besoin non seulement de définir les équilibres des pouvoirs, mais le besoin de définir ce qu'est la richesse. Si on arrive aujourd'hui à rééquilibrer le pouvoir et à rendre licite la richesse, et à rendre légale la richesse, nous allons peut-être arriver aujourd'hui à faire en sorte que les équilibres des pouvoirs qui seront proposés par une équipe technique, quelle qu'elle soit, et quel que soit leur choix, moi je considère que tous les choix sont justes. Pour peu qu'il y ait un équilibre, évidemment, dans ces choix, c'est-à-dire le choix capitaliste, le choix autoritaire, etc. Moi je suis neutre, hein. Là je parle en tant qu'économiste, tous les choix sont cohérents, pourvu qu'ils soient cohérents. Mais on n'y arrivera pas si on ne définit pas, et je n'apporte qu'un seul point, hein, si on ne définit pas, si on ne rend pas licite l'enrichissement. L'illicité de la richesse fait que tout le monde s'est mis à vouloir être riche au détriment de l'intérêt général. À partir du moment où nous sommes un ensemble d'êtres humains qui voulons devenir riches contre l'intérêt général, on va détruire toute politique économique préconisée par une équipe experte. Quelle que soit l'expertise de cette équipe, quelle que soit la logique dans laquelle elle s'inscrit, qu'elle s'inscrive dans une logique de régulation absolue, qu'elle s'inscrive dans une logique de capitalisme sauvage, quelle que soit l'équipe dans laquelle elle s'inscrit, nous n'y arriverons pas. Pourquoi j'ai parlé de ces deux conditions, qu'il s'agisse de l'équilibre des pouvoirs ou de l'enrichissement ici? Parce qu'on a bien vu, par exemple, lors de la tentative d'émergence de grands groupes privés, comme de la tentative d'émergence de banquiers privés, et je ne parle pas que de bancaires et de banques, si on a détruit toutes les banques privées, si aujourd'hui on tient sous le boisseau les nouveaux capitaines d'industrie, quelle que soit l'origine de leur fortune, c'est parce que cet équilibre de pouvoir, on n'y arrive pas. C'est-à-dire, on n'accepte pas l'émergence de la citoyenneté, on n'accepte pas l'émergence de nouveaux puissants qui n'appartiennent pas au groupe original des années 50, et c'est parce qu'on ne veut pas que cette richesse devienne légale officielle. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc l'informel, dont on en parlait tout à l'heure, est un informel d'abord au sommet et jamais à la base. Pardon si j'ai été pas assez clair, mais je m'arrêterai là pour le moment. Merci beaucoup, M. Nassat. Je crois qu'on va donner la parole au public. M. Bouzidi a une question. Ce n'est pas une question, c'est des remarques méthodologiques pour enrichir votre travail. Prenez le bilan. Essayez de faire une évaluation patrimoniale. Qu'est-ce qu'on avait en 62 et qu'est-ce qu'on a maintenant? Vous savez, c'est un débat qui existe en France. En France, on dit la dette, et puis ceux qui gèrent disent, mais attendez, la dette, mais regardez ce que vous avez. Donc, évaluation patrimoniale. Il faut arrêter cette angoisse qui est en train de nous bouffer à tous et sortir de l'analyse dominante. Vous avez fait une analyse gouvernementale sans être au gouvernement. Vous avez présenté une démarche de gestionnaire en disant « nous gérerons mieux ». Mais moi, citoyen, la question que je me suis posée quand je vous ai lu, quel est votre projet? Vous avez le même que celui du gouvernement ou vous en avez un autre? Alors, pour le projet, le contexte économique national des années 2000, c'est quoi? Le contexte économique mondial des années 2000, c'est quoi? Compte tenu de ça, quels sont les défis que l'Algérie a relevés compte tenu de ce double contexte?
faut me le dire. Voilà. Parce que, quand vous avez des défis, dites-moi les contraintes. Quelles sont les contraintes à l'intérieur desquelles l'Algérie doit relever ses défis? Les contraintes objectives. Hein. On a de l'argent ou pas? Par exemple, les 200 milliards de $, vous dites ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Banque d'Algérie, qui gère ces 200 milliards de dinars, nous dit, je vous ai acheté ces 200 milliards de $, je vous ai donné en contrepartie des dinars, et donc, taisez-vous. À quoi nous servent ces 200 milliards? À 3 choses. 4 années d'importation, dormez tranquille, défense du dinar, équilibre de la balance des paiements. Mais quand Louisa nous dit amenez-les, qu'est-ce que j'amène? Je t'ai donné tes dinars. Mais ne dites pas aux gens, vous n'avez rien. Comment ça, on n'a rien? On a 200 milliards de $. Il faut quand même être sérieux. Sauf que l'utilisation de ces deux, mais c'est un fonds souverain, Nadir. Non, mais non, ils n'ont pas été dépensés. Ils ont été dépensés par la planche à billets qui a créé des dinars. Et pourquoi vous me dites alors s'ils ont été dépensés? Vous avez 5 ans d'importation de biens et services. Pourquoi on mesure les réserves de change en mois d'importation? Non, 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 non. Attention. Et le FMI alors, il vient nous emprunter quoi? Il nous dit, donnez-nous un peu de vos réserves de change. On va dire, non, non, ça y est, je vous dis les a mangés. Bon, ça c'est une parenthèse. On en discutera tout à l'heure. Alors, les contraintes, les moyens. Maintenant, les débats. Doit-on faire absolument un modèle exportateur? Alors maintenant, le critère d'évaluation de ce que fait Bouteflika, il n'a rien exporté. Mais qui vous dit qu'il veut exporter? Peut-être qu'il veut substituer aux importations. C'est d'ailleurs ce que nous dit le Merabi. Il nous dit, mais arrêtez, il y a des marchés explosifs. On a 50 milliards d'importations. Nous allons commencer à faire de l'import-substitution. Et il a raison d'ailleurs, il nous dit importer, exporter 5 milliards de $. D'industrie et diminuer les importations de 5 milliards de... C'est la même chose pour ma balance des paiements. Je vois ma balance commerciale. Ça serait grave, s'il le pense. Ça serait grave, comment? S'il le pense. Pourquoi donc? Pourquoi donc? En termes de dynamique, c'est-à-dire. Quelle dynamique? Le secteur économique qui exporte. Quelle dynamique? Comment ça? Comment ça? Vous avez une demande nationale que vous êtes en train de satisfaire par des importations. Je dis, je vais développer une industrie substitutive. C'est pas une dynamique, ça? Une industrie substitutive d'importation. Pharmacie, je passe de 30 à 70. Agroalimentaire, je passe de 50 à 80. Industrie automobile, c'est de la dynamique, ça, pourquoi ce ne serait pas de la dynamique? Donc, je ne dis pas, je défends cette thèse. Suivez-moi bien. Je dis, dans votre travail, l'Algérie a-t-elle plus besoin aujourd'hui, 2012, de développer l'ISI ou de développer un modèle exportateur? Et on discute, hein, j'ai pas dit, moi j'opte plutôt pour ça que pour ça. L'énergie, j'ouvre une parenthèse, mais excusez-moi l'expression, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude si vous pensez que nous allons sortir de l'énergie.
Vous avez vu le problème du monsieur aujourd'hui? Desertec, l'éolien. C'est-à-dire l'après-pétrole, c'est encore le pétrole. C'est-à-dire c'est un pays qui va rester rentier encore 40 ans. Et il dit, si le gaz s'épuise dans 40 ans, il faut que je commence maintenant pour le remplacer par l'éolien et le solaire. Et il a commencé. Et donc à ce monsieur, on lui dit, oh, vous êtes dans l'or hydrocarbure, vous êtes dans les hydrocarbures toujours. Alors, je donne des idées en vrac, hein. Moi, je n'ai pas construit, hein. Mais je vous taquine. Je vous taquine pour dire, bon, écoutez, continuez. C'est pas facile. Pas facile. Alors là, la question, qu'est-ce que vous proposez dans le domaine de l'énergie? Est-ce qu'il faut aller vers des ERTEC, c'est-à-dire vers le solaire? Ou est-ce qu'on dit, comme les chiites, arrêtez de nous limiter, laissons le solaire au ciel et travaillons en bas? Moi, je ne suis pas partisan de ça. S'il y a du solaire, s'il y a encore 150 milliards de dollars d'exportation d'électricité par le solaire, vive le solaire. Comme je suis vieux, C'est bien, c'est bien. Le secteur public économique a-t-il encore un rôle à jouer dans notre pays? Pour Ouéria, pour le président, le bonheur est dans le secteur économique public. Pour moi, chantre du secteur économique public dans les années 80. Et ce n'est pas des connaissances livresques, c'est des connaissances d'expérience. Il faut arrêter le secteur public. Voilà. Il faut aller vers les contraintes d'efficacité. Il faut couper les solidarités budgétaires entre l'entreprise. Il faut aller à la faillite. Les contraintes d'efficacité. نشوف la télé النهار هذاك les jeunes قالوا حنا بلادنا ما يتحط يدك تدي نورمال. قالوا الخير راه نطيش انا حط يدك وراه الحكومه ما دارتلناش هذه ما نحتلناش لي زوردير donc les contraintes d'efficacité. Alors, si vous parlez d'exportation, faut-il une stratégie d'industrie industrielle type émergence au Maroc? Ou faut-il une stratégie industrielle type Tomar des années... Excusez-moi. La stratégie émergence du Maroc, elle se résume en une phrase. L'intégration des chaînes de valeur internationales. Il y a une chaîne de valeur internationale, il y a des segments. Vous pensez que c'est une sorte de ça? Question, hein, je n'ai pas de réponse. Quel type de politique industrielle mettre en œuvre? Une politique industrielle intégrée type des années 70, une politique industrielle ouverte, intégrée aux chaînes de valeur internationales dans le cadre d'une sous-traitance mondiale. Le Maroc, la Tunisie, la Turquie, ils font tout ça. Bon, nous, on en ira pas. La croissance aujourd'hui dominante dans le monde, c'est l'économie etc. Dans le monde, la Chine, le Japon, etc. Bon, nous, ici en Algérie, est-ce qu'on est capable de rentrer dans ce nouveau paradigme de croissance économique fondée sur la connaissance? Oui, mais ce n'est pas la connaissance, c'est l'économie fondée sur le ma'rifa, les connaissances. C'est la triste réalité. Mais moi, je vous le dis. Alors je termine. Hein. Je termine. Vous avez fait une approche indicateurs fondamentaux macroéconomiques, type institution financière internationale. C'est une approche réductrice. Vous en êtes resté aux fondamentaux de la macroéconomie,
Banque mondiale, FMI, et vous dites voilà, cette grille de lecture, voilà ce qu'on vous propose, et voilà ce qu'on a. Vous n'avez rien dit, par exemple, sur la PME. Est-ce que l'Algérie est capable d'un Small Business Act à l'algérienne? Et qu'on arrête les grandes plateformes industrielles, son accord intégré, machin, et qu'on aille vers les fameuses gazelles. Vous savez, l'éléphant, c'est les grosses entreprises. Mais elles sont tellement grosses que pour progresser, elles cassent de l'emploi. C'est l'éléphant dans un magasin de vaisselle. Les gazelles, parce qu'elles innovent. Et les souris. Les rats. Les souris. Pour les appeler les souris. Les souris, c'est-à-dire ce que nous avons, les TPE. La souris, elle ne grandit pas. Elle a beau manger beaucoup de gruyère, elle restera souris. Et donc, on se dit, attention là, là nous sommes sur un chemin, 98% du parc des PME, c'est de la TPE. Il faut arrêter. Il faut absolument aller vers les entreprises innovantes, les PME. Et donc, ça aussi, si vous pouvez l'intégrer dans l'approche, voilà, je vous remercie, j'ai été long, mais je me devais quand même, parce que j'ai promis que j'allais t'attarder, c'était de le faire. Merci. Merci. La parole à monsieur. Merci beaucoup. Petite remarque, on rend la salle à 12h30, c'est-à-dire dans 30 minutes. Donc, si vous voulez qu'on ait une chance de vous répondre, posez les questions rapidement. Donc je pose la question de M. Hajnassa. Donc pour avoir une économie, il faut avoir de bonnes conditions. Parce qu'on a ces conditions-là pour réaliser ces objectifs-là. Vous avez déclaré dernièrement que le pouvoir n'a pas d'adresse. Donc nous avons un régime qui est riche par rente, donc il veut avec la rente. Donc il n'a aucune stratégie, aucune vision économique. Sur le projet-là, moi je ne suis pas économiste, donc je ne peux pas parler de ces choses-là, donc il y a des choses que je ne maîtrise pas. Moi je parle en tant que citoyen. Donc vous avez déclaré que le pouvoir n'a pas d'adresse. Donc moi en tant que citoyen, je vois que mathématiquement, je schématise le pouvoir comme un cercle. Le centre, c'est le chef. Et les points de cercle, c'est les gens qui bénéficient de cette rente-là. Donc c'est un cercle fermé. Donc à l'intérieur, c'est la rente qui n'est pas partagée par les gens. Donc, moi, je cherche d'abord à ce qu'on pourra, avec ce régime-là, avoir une économie qui va nous sortir de la crise. Voilà la question. Merci. Merci, je serai très court. Je remercie tous vraiment quelles que soient les questions qu'on peut vous poser. Merci Moussa Ben Abdallah, professeur à l'École supérieure de statistique et d'économie appliquée et chercheur au CREA. Donc je voulais vous remercier tous de nous donner la véritable problématique de transition, parce que sous le couvert de transition d'économie de marché, on a bien dissimulé la véritable transition, c'est de passer d'une économie de rente vers une économie productive. Je pense que c'est le débat. Donc globalement, je pense que malgré les questions qu'on peut vous poser, tout le monde accède avec bonheur à cette problématique. Quelques toutes petites questions plus vers les membres du panel que vers le travail lui-même. Une à Bouklia, mon ami, et une autre à M. Hajnassa. Alors pour la première, il me semble que peut-être, c'est une suggestion que je fais, hein, tu lui dis que c'est pas possible d'avoir une dynamique de longue période parce que notre histoire économique est divisée en deux. Une première période économie administrée, etc., qui a donné plein d'arguments, et une deuxième qui essaye de s'ouvrir vers le marché et devrait être analysée avec d'autres instruments.
Mais enfin, il me semble que dans le cas de l'Algérie, même si je ne veux pas tomber dans le spécifiquisme de l'Algérie qui a été rappelé comme une maladie algérienne, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui relie les deux périodes. Et que quelle que soit la croissance qui a été faite dans la première période, dans la seconde période, elle a été faite sur la base de la rente pétrolière, même dissimulée derrière la dette extérieure. Et donc je pense que c'est un indicateur fondamental qui doit revenir dans le raisonnement de long terme et qui devrait nous permettre d'avoir une dynamique de long terme. Ça c'est juste une remarque, je ne sais pas dans quelle mesure tu pourrais en tenir compte. La deuxième petite question, c'est pour M. Haj Nasser. J'ai beaucoup appris sur le problème de liquidité, des réserves de change, etc. Mais enfin, vous ne nous avez pas suffisamment dit quel est le degré de liquidité. Vous avez parlé des États-Unis qui peuvent recourir à leurs lois qui leur permettent de mobiliser tous les fonds qui sont sur leur territoire, etc. Vous ne nous avez pas suffisamment dit aussi quelle est la part des réserves de change qui sont placées aux États-Unis. Enfin, sur les réserves de change. Sur les réserves de change, il y a une polémique. Il y a une polémique un peu qui a été entretenue par le gouvernement. Le gouvernement, maintenant, depuis 10 ans, il chante qu'il a des réserves de change confortables. Résultat, la rue lui demande de partager les réserves de change, qui sont déjà diffusées par la monnaie. Alors, maintenant, si les réserves de change existent ou n'existent pas, je voudrais quand même rappeler, bon, ça c'est un débat d'économiste, les réserves de change, c'est une créance sur le reste du monde. Ce n'est pas une épargne. Pour y accéder, il faut passer par le phénomène de destruction monétaire de la monnaie. Si Haj Nasser il est là, il a été gouverneur, il n'y a pas mieux que lui pour le savoir. C'est-à-dire que les réserves de change sont disponibles pour tout le monde, à condition de mobiliser la partie dinar. D'accord? Ce n'est pas une épargne supplémentaire. J'ai entendu des gens, j'ai entendu des ministres compter les réserves de change en plus de l'épargne nationale, même les compter en plus du PIB. C'est une illusion de richesse. Maintenant, les réserves de change nous donnent accès aux importations sans nous endetter. Ça, c'est la grande fonction des réserves de change. Maintenant, pour la question de substitution et d'importation, là, on est en train de discuter, on est sorti du panel. Effectivement, aujourd'hui, même pour les économistes, depuis maintenant une vingtaine d'années, on ne fait plus la différence entre importable et exportable. Parce qu'on est dans l'intra-branche. Hein, on est dans l'intra-branche. Mais n'empêche que sur l'ISI elle-même, la substitution d'importation, mais même ça, on a quand même échoué. Quand vous potassez les chiffres, nous avons reculé sur tous les marchés, exception celui de l'agroalimentaire. Donc même ça, nous ne le faisons pas. Voilà, c'est... bon, j'aurais pu dire d'autres choses, mais... Merci beaucoup pour la qualité de l'intervention. Je pense qu'on va répondre aux 3 questions. 3-4 questions. Merci. Merci, M. Connaisseur. M. Bouclier, vous avez été interpellé sur une ou 2 questions. En fait, quand j'ai dit que bon, il fallait simplement prendre des précautions pour voir un peu la tendance sur des périodes qui se distinguent des autres. Il est vrai que bon, la rente se trouve à la fois sous l'économie dirigée et puis aujourd'hui, je pense que l'exposé qui vient d'être fait le montre amplement. Je profite juste pour dire qu'il y a quand même un aspect qui est très important et qui n'a pas été abordé dans le débat, c'est celui de la création d'emplois. Parce qu'en fait, tout tourne autour de l'emploi et malheureusement, on n'en a pas trop débattu. Et je voudrais dire simplement et très rapidement ici, dans les propositions qui ont été faites, mettre plus l'accent sur le code du travail, sur la régulation, pour espérer créer des emplois. Là, il me semble que c'est pas très jouable à ce niveau-là parce qu'on a beau faire le meilleur code du travail, le plus flexible, etc. Il y a une économie informelle qui est prépondérante et l'économie informelle, c'est précisément une économie et un marché du travail qui fonctionnent en dehors de toutes les règles de régulation. Et malgré l'existence de cette économie informelle, le problème de l'emploi existe. Donc ce ne serait pas la solution.
Non, je voulais très vite, hein. Malheureusement, je suis un peu dans la même situation que Ahmed Nasser. Je voulais réagir à des propos de Saïd Majid qui nous a beaucoup taquiné tout à l'heure. L'exemple qu'il a cité est le propre même de l'illusion du travail prospectif du gouvernement. Il a parlé de M. Yousfi, qui a rendu une réponse à des affaires et qui est dans l'après-pétrole qui serait l'énergie solaire. C'est le type même de domaine, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nadji, qui dit que peut-être Nebni n'a pas apporté quelque chose de plus dans le domaine de l'énergie sur ce que fait le gouvernement, mais doit peut-être plus réfléchir sur comment le mettre en œuvre. Il n'y a pas seulement un problème de mise en œuvre, parce que le gouvernement a procédé à un programme, il a avancé un programme, il considère qu'effectivement on peut exporter 150 milliards de dollars d'énergie électrique verte en 2050, et qu'il s'agit de commencer à travailler là-dessus, mais il n'a pas encore fait ses choix technologiques. Il a produit la première usine à Hassermen il y a 5 ans et il s'est arrêté de le faire. Et ce qu'il nous dit le ministère de l'Énergie, c'est que nous n'avons pas assez de retour d'expérience sur cette filière pour aller plus loin. Peut-être qu'il ne faut pas faire du CSP de ce type-là et qu'il faut faire des cheminées verticales, comme l'a suggéré à un moment donné le PDG de Cévital. Alors que, je crois que c'est vous-même qui le disiez, quand on a arrêté une option stratégique, le reste, la politique, c'est de commencer à mettre en œuvre et d'évaluer, de faire des évaluations. De toute façon, on ne saura pas si cette technologie va être la plus rentable dans 10 ans ou dans 5 ans. Il faudra à chaque fois corriger au fur et à mesure. Quand on a l'ambition de produire 20 000 MW en 20 ans d'énergie électrique, il faut commencer tout de suite. Le ministère de l'Énergie n'a pas encore commencé. Et donc, je pense que Nebni, de ce point de vue-là, n'a pas seulement apporté un jugement ou une proposition sur la mise en œuvre, mais aussi à suggérer dans la gouvernance du secteur à aller de l'avant et à corriger au fur et à mesure. Voilà. Il y avait un monsieur qui avait demandé là. Je ne sais pas si le micro a été oui, bonjour. Vous pouvez y aller. Ah, merci. Oui, bonjour à tous, Saïd Beniten, je travaille dans une société de conseil. D'abord, merci à tous pour le travail que vous avez fait. Alors, je vais faire un peu comme M. Hadj Nasser, je vais d'abord vous remercier, et puis après, peut-être dire 2-3 choses désagréables. Donc, merci pour le travail que vous avez fait. Je connais certains d'entre vous, certains sont de très bons amis. Donc, je suis ravi de constater que vous êtes toujours aussi brillant. Et pour ça, le document a effectivement cette qualité. Donc, on parle de stratégie industrielle, de stratégie de développement, de comment sortir du pétrole, comment préparer l'après-pétrole ou l'après-pétrole, etc. Moi, je ne suis pas certain que ce soit le sujet. Je dirais même que ce n'est pas du tout le sujet. En réalité, là, on est sur des sujets plutôt techniques, sur lesquels il y a des experts qui existent en Algérie, la preuve, il y a un panel assez exceptionnel. On a des experts algériens qui sont encore impliqués sur ces réflexions-là, qui sont en Algérie ou ailleurs, et des experts internationaux qui savent très bien faire ce genre de choses. Donc si à un moment donné le sujet était purement technique, je suis à peu près convaincu qu'on l'aurait déjà résolu. Parce que quand bien la gare des Algériens n'est pas capable de trouver une solution, comme dit Najib, on va aller acheter des experts internationaux pour nous aider. Donc je ne suis pas certain que le sujet soit là. En réalité, on a un prérequis sur lequel on est passé un peu vite et sur lequel je remercie M. Hajdassov d'être revenu à la fin. C'est en fait à qui fait-on ces recommandations? Qui va mettre en œuvre ces recommandations? Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on aborde la problématique de l'État, donc de l'État au sens large, de comment fonctionne cet État et quels seraient les moyens à un moment donné de le faire adhérer à cette politique-là. Aujourd'hui, on a une pyramide inversée par rapport à l'ensemble des pays démocratiques dans le monde. Les États de ces pays-là, en fait, n'ont pas d'argent. La seule source d'accès à l'argent qu'ils auraient, et qu'ils disaient, c'est le fait de devoir lever l'impôt. En fait, ils sont totalement dépendants et tributaires de la population pour lever l'impôt. Ce qui implique deux choses, deux corollaires assez importants. La première, c'est qu'il faut qu'il soit légitime, parce qu'à un moment donné, pour pouvoir lever l'impôt, il faut que vous
vous ayez la légitimité. Et puis la deuxième, c'est que vous soyez comptable devant la population de l'utilisation du denier public que vous avez levé. Bon. Donc là-dessus, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a un sujet de réflexion, c'est comment faire adhérer l'État à nos recommandations, parce que je m'intègre parfaitement dans vos recommandations. Et puis la deuxième, elle est parfaitement corollaire, c'est l'administration. On l'a vu, nous, moi, en tant que cabinet de conseil, et vous, et probablement ailleurs, c'est comment on gère l'administration. Vous avez beau avoir des idées excellentes, y compris même l'argent pour réaliser vos projets, mais si vous avez une résistance absolue d'un mastodonte ou d'un léviathan qui s'appelle l'administration, qui est dans l'état que nous connaissons, en termes de savoir, de savoir-faire, d'éducation, etc., comment on fait pour gérer tout ça? Voilà, donc c'était à peu près les deux questions que je voulais vous poser. Je voulais quand même terminer par deux petites remarques très courtes sur l'histoire de faire appel aux générations anciennes. Oui, c'est une bonne idée. Néanmoins, je reviens quand même à cette petite citation de Gaston Bachelard qui, en faisant de l'épistémologie, disait « Les scientifiques sont utiles à la science pendant la première partie de leur vie et totalement nuisibles à celle-ci pendant la seconde. Pour la raison simple, c'est qu'ils passent leur temps pendant la seconde partie de leur vie à défendre leurs acquis. » Donc on va quand même se méfier de cet aspect, parce que Bachelard, je pense qu'il a un peu de bon sens. Et puis, dernière petite remarque. Nous, dans nos métiers, lorsque nous faisons une analyse stratégique, on applique une bonne vieille recette qui est comprise par toutes les femmes de ménage du monde. C'est de la même manière qu'on ne change pas une équipe qui gagne, je parle d'équipe de management chez nos clients, bah on change une équipe qui perd systématiquement. Donc comment faire pour qu'à un moment donné, changer une équipe qui perd systématiquement? Merci messieurs. Merci à vous. Merci. Taleb Arzeli, je suis un citoyen lambda et sans plus. D'abord, bravo pour le travail effectué. Je trouve ça vraiment intéressant et c'est une bonne synthèse de tout ce qui se dit. Finalement, tout le monde est d'accord pour dire l'enjeu, c'est comment on passe de la rente à la production et avec des nuances. Mais tout est là et bravo parce que c'est une nouvelle génération qui porte ça et moi ça me parle en tant que nouvelle génération. Après, ma question, c'est en fait la question de fond et sur tous les travaux d'avenir, c'est comment on crée les conditions pour que ces mesures soient adoptées, pour qu'elles soient écoutées, pour qu'elles soient entendues. Ça a été un peu dit avant et à plusieurs reprises. Haj Nasser disait c'est l'intelligence contre la ruse et l'intelligence perd toujours. J'ajouterais en plus que la ruse a la force avec elle, qu'on n'a pas nous les intelligents. Et donc comment on fait alors sûrement qu'il faut ruser encore plus que les rusés puisqu'ils ont la force. Et une idée, moi je vous soumets pour contribuer, c'est on sait bien que si vous les présentez comme ça, ils vont prendre 1%, je dis avec le c'est bon, on continue comme avant, il n'y a pas de problème. On a parlé tout à l'heure du peuple, le héros du peuple, je ne vais pas revenir à la devise de Cheikh Jazayeri, par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, comme ça se fait dans d'autres pays, une forme de manifeste, de pacte ou de pétition d'avenir à l'issue de ce travail, pendant les semaines à venir, avec des messages beaucoup plus simples, plus resserrés, avec des propositions fortes, 5-10 messages, 5-10 propositions, des personnalités qui incarnent, qui sont audibles, on en a quelques-unes ici, qui soient reconnues, et une campagne médiatique, Internet, un tour d'Algérie, que sais-je, on rêve, on est là pour ça, pour porter ce manifeste. Inch'Allah, peut-être avoir 1 million d'Algériens qui signent, ou 2 millions. Peut-être que comme ça, je ne dis pas que ça marchera, ou que c'est ça, mais peut-être qu'on peut créer un rapport de force, parce qu'il faut créer un rapport de force, en faveur de nouvelles idées. Et donc, parce que sinon, ça va finir, enfin, je ne vais pas vous démoraliser, vous savez mieux que moi, ça risque de finir dans un tiroir. Ça a été dit, il y a eu un rapport sur la stratégie industrielle qui était très bien, il n'a pas été suivi. La règle d'or des années 70, c'était déjà là il y a 40 ans, ça n'a pas été suivi. Donc comment on crée un rapport de force en faveur d'idées? Et je termine juste pour boucler la boucle. En 2007 en France, il y a eu le pacte Hulot. Alors Nicolas Hulot, il a fait le syndrome du Titanic, pour reprendre la bonne métaphore du Titanic. Et lui parlait de la planète en disant on va dans le mur par rapport à l'environnement. Si on ne se bouge pas maintenant, zaguette, on va se prendre le péril environnemental. Et donc Nicolas Hulot, il a fait ce pacte qui a fait bouger les lignes, qui a eu 800 000 signataires et qui a contribué un peu à imposer les thématiques environnementales en France. Bon, c'est un exemple, il y en a d'autres ailleurs, mais voilà une idée, je ne sais pas si c'est farfelu, mais merci en tout cas pour votre travail. Merci à tous. Je crois que je vais donner la parole aux panélistes pour conclure. Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer en doit rendre la salle, je vous invite vivement
à intervenir sur le site internet de l'OVNI 2020 et ou sur la page Facebook. Je vais répondre à Sally sur sa observation. En fait, c'est pas que c'est pas le sujet, c'est l'un des sujets et c'est en fait tout est lié. C'est-à-dire que l'exercice qu'on fait, c'est de montrer, c'est de tirer la sonnette d'alarme parce que en fait la situation est beaucoup plus désespérée, beaucoup plus dramatique qu'on le pense. Deux, c'est de dire on peut renverser la tendance. Voilà des propositions, encore c'est pour créer le débat. On a vu là, il y a eu des propositions, on n'arrive pas avec les vérités qu'on assène, on arrive avec des propositions que doivent être discutées. On a nos idées sur substitution, importation, substitution pas, enfin, on a tous des idées, c'est des débats, et d'arriver ensuite avec une proposition globale. La gouvernance, les institutions, c'est vrai, tu as raison, c'est clé, c'est fondamental. Il y a plein de choses. La différence avec une démocratie, c'est que quand on inscrit une règle d'ordre dans ce que veulent faire les Français, c'est qu'elle est mordante, on appelle ça binding. Ici, aucune contrainte n'est mordante. On pourrait mettre dans les textes tout ce qu'on veut, ça ne serait pas appliqué. Et le problème, il est donc dans les institutions. Et ça, pour vous montrer la cohérence de l'ANMI, c'est l'un des thèmes qui sera présenté le 7 juillet. Le 7 juillet, on dira, voilà notre proposition sur la gouvernance, sur la transformation des institutions pour les rendre non plus extractives et catalyseurs du développement, pour que tous les autres sujets prennent leur sens, mais on ne peut pas juste parler de gouvernance. Parce que c'est fondamental de savoir ce qu'on fait, et ensuite, les contraintes parmi les... quelles sont les contraintes? L'une des contraintes, c'est ça, c'est les institutions. C'est la question fondamentale, c'est la base. On est en train de... Je vais laisser Abdelkrim clore, parce qu'on doit quitter la salle. Donc pour résumer, d'abord je voudrais vraiment vous remercier. C'est le début d'une discussion. Allez sur le site, commentez sur le site, sur les recommandations, sur les idées. Encore une fois, l'objet, c'est de proposer de nouvelles idées. Je vous rappelle, l'OVNI, c'est notre Algérie bâtie sur de nouvelles idées. Donc, on veut tirer la sonnette d'alarme. Cette image du Titanic, elle est réelle. Cette illusion des 200 milliards, on ne peut pas ramener en Algérie. Il faut qu'on accepte maintenant. Les virages sont à prendre maintenant. Les changements et les ruptures, on veut se concentrer sur les ruptures. Si vous allez sur le site et que vous êtes spécialiste d'un domaine, vous dites ce que vous proposez là, ça a déjà été fait, ou là, où l'État est en train de le faire, dites-le nous. Peut-être qu'on se trompe, il y a des choses, mais on veut se concentrer uniquement sur les ruptures et les vrais changements, notamment dans la mise en œuvre, notamment sur la mise en œuvre et la gouvernance. On propose des ruptures, si vous allez voir les détails, c'est de vrais changements. Quand on dit les entreprises copilotent la politique économique, on ne parle pas de figuration ou de tripartite, on parle de décision, on parle que le secteur économique, le secteur privé et les entreprises puissent dire la subvention, elle ne marche pas, ce programme ne marche pas, mais que ça soit institutionnalisé. L'idée de la pétition est excellente. Déjà, on va essayer de vous recruter parce qu'on a besoin d'aide, on est un tout petit groupe. Mais effectivement, notre but, avec qui on est un petit groupe, on propose de nouvelles idées, c'est que ces idées fassent débat, et qu'il y ait enfin des débats sur ces questions. Il y a eu une campagne électorale, il n'y a pas eu de sonnette d'alarme sur cet iceberg qui nous arrive dessus. C'est très très grave, c'est très très dangereux. Donc proposer des débats et que ces idées évoluent et soient diffusées, pourquoi pas par une pétition sur Internet. Et c'est là, il y a eu de très bonnes idées. Et c'est absolument ce vers quoi on se dirige, aller vers la société civile et aller vers une pétition pour tirer cette sonnette d'alarme avec une vision nouvelle. C'est ça qui peut faire aussi la différence. Je vous remercie beaucoup. Je vais prendre une minute. Merci à nos amis panélistes. Je vais parler de Abdelrahman. Merci beaucoup d'être resté. Un débat intéressant maintenant avec vous et avec nos amis de l'Ouatan
à l'hôtel Aliti. On essaiera de rejoindre, c'est intéressant. Merci à Ersan, c'est bouclier à s'ouvrir. Deux mots. Le planning, c'est que la semaine prochaine, au même endroit, on va entamer le rapport sur l'éducation, le savoir et l'innovation. Donc, soyez nombreux. Deuxième point, si vous permettez 30 secondes, je ne vais pas dépasser les 60 secondes, nous faisons un appel à contribution. On n'a aucune prétention. S'il vous plaît, proposez-vous, aidez-nous sur des chantiers, sur des fichiers, sur des questions de forme. Donc il n'y a aucun souci. Rejoignez-nous, on est quelques-uns à faire ce travail, beaucoup à contribuer. Donc marque avec vous. L'autre point, sur l'énergie, Ersan, on a essayé de joindre. On n'a pas encore de doctrine. On avait rédigé quelque chose. Il y a eu des gens qui nous ont dit, voilà, tout ce que vous semblez proposer est entamé. Donc on ouvre le débat, la réflexion. Encore une fois, on fait un appel aux spécialistes, à Ersan, à nos amis qui sont là. Donc aidez-nous pour qu'on identifie des choses un peu nouvelles. Ce n'est pas du tout tranché sur la question de l'énergie. Sur la gouvernance, c'est un thème, c'est le thème. Le 7 juillet, on va conclure, on l'a déjà traité, on n'a pas de tabou, on va poser toutes les questions, mais en même temps, on veut sortir d'une pensée un peu mythologique qui met tout et rien dans cette question de gouvernance. Donc voilà, il y a des tas de choses à faire dans ce pays, on essaie de les aborder. Donc la semaine prochaine... Hassan Khlifati, président directeur général d'Alliance Assurance. En fait, moi j'étais dans le premier groupe qui a décidé de lancer Nabni avec Karimou, M. Boudra et Nadji. Pourquoi j'ai adhéré à Nabni? J'ai adhéré à Nabni parce que je considère que nous avons la responsabilité de participer à la construction du pays. Je pense que notre génération a été un petit peu marginalisée dans la construction du pays. Nous avons des idées à défendre, qu'il est de notre responsabilité et aussi pour dire à nos enfants qu'on a essayé au moins de faire quelque chose. C'est l'objectif, c'est pour ça que cette initiative m'a paru opportune, après surtout que nous sommes à 50 années de l'indépendance et qu'il faut qu'il y ait de nouvelles idées parce que ce qui a été fait en 50 ans, peut-être il y a des bonnes choses, mais ils arrivent à terme et qu'il faut renouveler les générations et les idées. Donc c'est un peu ça qui me motive à être toujours à côté de Nabni sans pouvoir phagocyter l'initiative, mais de contribuer modestement à son élan. Voilà. Merci. Bon, on y va. Oui, bonjour. Qadi Hassan, journaliste, directeur de Maghreb Émergent, .info, journal en ligne sur l'économie au Maghreb. Alors nous, chez nous à Maghreb Émergent, on n'a pas hésité une seconde à nous engager aux côtés de l'initiative Nabni parce que dès le début, il s'était avéré clair qu'il y avait une véritable volonté d'aller de l'avant, d'essayer de réorganiser ce que l'État algérien a un peu perdu ces dernières années, une faculté à rassembler des expertises pour réfléchir sur le moyen et le long terme, ce que malheureusement, je disais, l'État algérien a perdu. Donc cette initiative civique, citoyenne, qui procède d'un très bon esprit, nous a tout de suite interpellés. Moi, j'essaie d'apporter ce que je peux. Donc, la plateforme de Maghreb Émergent pour essayer de faire circuler les débats que suscite Nabni. Et puis, ma petite contribution personnelle, à chaque fois que cela a été possible, pour faire avancer les suggestions, les angles d'attaque et les échanges, et surtout les mettre un peu au service du débat politique et public national. Parfait. Abdelkarim Boudra, je suis chef d'entreprise dans le domaine de la formation et du conseil. J'ai rejoint Nabni parce que je pensais qu'il fallait faire quelque chose. Il y a une année, les perspectives étaient assez bouchées et on se posait des questions dans le cadre du printemps arabe, qu'est-ce qu'il fallait faire d'utile, de positif pour l'Algérie. Et donc j'ai trouvé que cette idée de réunir des Algériens
pour réfléchir, proposer ensemble des choses était séduisante. Elle combine citoyenneté et intelligence, c'est ce qui fait que j'ai adhéré à Nebni et j'en suis fier. Bonjour, je m'appelle Sofiane Baudry, je suis consultant en stratégie au sein d'un cabinet international qui couvre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest précisément. En fait, j'ai voulu adhérer à Nebni parce que, étant membre de la diaspora algérienne, j'avais envie de contribuer au développement du pays et à élaborer sa vision future. Et Nebni était une expérience formidable et une initiative exceptionnelle, je pense, qui me permet en fait de mettre à profit l'expérience que j'ai acquise à l'étranger et les connaissances que j'ai accumulées au sein de mes études et de mes fonctions. Le 26 mai, Nebni a publié sur son site internet www.nebni.org le premier chapitre de notre vision et de nos propositions qu'on a appelé Algérie 2020. Il porte sur l'économie, le développement économique et la création d'emplois. Et on propose, au total, sur tous les thèmes qu'on va couvrir, on va proposer des chantiers de rupture, des changements à apporter dans les politiques actuelles ou dans la politique du gouvernement. Sur la question du développement économique et de l'emploi, on commence par présenter un bilan depuis l'indépendance, depuis les 50 ans de notre indépendance. Et on aimerait, comme beaucoup l'ont fait avant nous, tirer une sonnette d'alarme sur ce besoin de diversification. L'échéance de la baisse de nos exportations d'hydrocarbures, elle est peut-être de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Mais pour entamer cette diversification, comme l'ont fait d'autres pays dans le monde, on doit commencer maintenant pour espérer des résultats dans une dizaine d'années. Et commencer ce processus de diversification, c'est une refonte de la politique économique, et c'est ce qu'on propose dans le pays. On établit, et vous pouvez le voir dans le document, on établit un diagnostic sur quelles sont les grosses contraintes à notre diversification. Et on identifie 4, et c'est sur ces 4 sujets qu'on propose des chantiers de rupture. La première, c'est notre dépendance, la dépendance du budget de l'État en particulier, aux recettes d'hydrocarbures. Cette dépendance-là nous coûte énormément en termes d'incitation à réformer, en termes d'efficacité budgétaire, de discipline dans les politiques publiques. Il faut absolument couper ce cordon, progressivement, mais couper ce cordon pour que cette rente devienne un atout pour investir et ne soit pas un mal, car ça nous a énormément coûté ces dernières décennies en termes d'efficacité et d'incitation à aller vers des politiques de croissance et de diversification. Premier chantier, couper cette rupture. Deuxième boulot, avoir une stratégie économique cohérente, globale, une vision sur laquelle toutes les politiques publiques s'agrègent pour réaliser cette vision. Ça n'existe pas. Nous n'avions pas de vision cohérente et globale de la politique économique. Il y en a eu dans le passé, aujourd'hui nous n'en avons pas, on en propose une. Troisième levier de rupture, comme on les appelle, les politiques de l'emploi et de l'informel. On parle beaucoup de lutte dans l'informel. On propose de travailler sur des projets de formalisation, d'incitation à formaliser et pas de sanctions. Il ne s'agit pas de lutter contre l'informel, ici il s'agit de faciliter pour les jeunes de trouver un emploi formel et pour les micro-entreprises de se formaliser. Quatrième levier de rupture et grosse contrainte pour réaliser cette vision économique, si celle-là n'est pas faite, les 3 premières ne se feront pas, c'est la gouvernance économique. Revoir de manière fondamentale la manière dont l'État mène la gouvernance économique, la manière dont l'État s'organise, les institutions, la coordination interministérielle, la coordination avec les institutions, premier point. Deuxième point, le rôle du secteur privé et du secteur économique dans la définition des politiques économiques, les consultations, l'évaluation, l'impliquer dans la conduite des politiques économiques. Point essentiel. Troisième point, les institutions économiques, la concurrence, la justice, les douanes. Dans tous ces domaines, il y a des manquements clairs. On propose des chantiers pour aborder et changer les choses de manière fondamentale, sans quoi on n'arrivera pas à diversifier. Et puis quatrième point, l'évaluation des politiques publiques. Avoir la liberté de collecter des données, pouvoir évaluer de manière indépendante ce que fait l'État,
avoir un petit peu de retour constant sur les choix que sont faits, que les pouvoirs publics font, pour améliorer et avoir plus de pragmatisme dans la mise en œuvre de cette vision. Donc sur chacun de ce qu'on appelle ces 4 leviers de la rupture, hein, que ce soit couper le cordon avec la rente, avoir une vision, une stratégie économique, avoir une politique d'emploi et d'incitation à la formalisation de l'économie, on propose des choses nouvelles, et revoir la gouvernance économique, on propose 13 chantiers ou 14 chantiers de rupture, des choses nouvelles. Nebni, c'est notre Algérie bâtie sur de nouvelles idées, donc on propose des choses qui sont différentes de ce qui est fait aujourd'hui, pour pouvoir mettre en œuvre cette vision qui est, on le rappelle, urgente. Je ne vais pas parler des 200 milliards.